Mon frère a reçu une Rolex lors de son dîner de remise de diplôme. Quand ce fut mon tour, papa a commandé le dessert et a changé de sujet. Je suis restée assise là 1 heure de plus. Puis je me suis excusée en silence. Je n'y suis pas retournée depuis. Le mois dernier, il a finalement demandé pourquoi. Je m'appelle Adèle. Je suis la cadette de ma famille et j'ai passé 6 ans à obtenir mon MBA tout en travaillant à temps plein et en payant toutes mes factures moi-même. La nuit où mon frère Léandre a obtenu sa licence, notre famille est allée dîner dans un restaurant que mon père avait réservé des semaines à l'avance. Je me suis présenté en m'attendant à une soirée familiale normale. Je suis parti en sachant ce que je soupçonnais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais voulu croire entièrement. Je n'y suis pas retourné pendant plus d'1 an. Et le mois dernier, mon père a finalement appelé et a demandé pourquoi. C'était un samedi soir de fin mai. La table comptait 8 personnes. Mon père, ma mère, Léandre, sa petite amie de l'époque, Manon, le frère de mon père, l'oncle Corentin, la femme de l'oncle Corentin, Diane, ma demi-sœur cadette Perrine, qui avait 16 ans à l'époque, et moi. J'avais roulé 40 minutes pour arriver là. J'avais pris mon jour de congé le lendemain afin de ne pas avoir à me précipiter à la maison. Environ 40 minutes après le début du repas, mon père s'est levé. Il a pris son verre de vin, s'est raclé la gorge et a commencé à parler. Il avait des notes sur son téléphone. Il le tenait dans une main tandis qu'il faisait des gestes avec l'autre. Il a mentionné le nom de Léandre au moins 12 fois. Il a parlé de l'éthique de travail de Léandre, de sa résilience, de son avenir et de l'homme admirable qu'il était devenu. Le discours a duré près de 4 minutes. Quand il a eu fini, il a fouillé la poche intérieure de sa veste et en a sorti une petite boîte noire. Il l'a posée sur la table devant Léandre. À l'intérieur se trouvait une Rolex date juste, argentée avec un bracelet en cuir marron. Léandre a levé les yeux rouges. Toute la table a applaudi. J'ai applaudi aussi. Je tiens à être clair sur ce que je ressentais à ce moment-là. Je n'étais pas jalouse de Léandre. C'était sa soirée. Je le savais en arrivant. Je n'étais pas assise là à calculer ce que je méritais. J'étais assise là en pensant que c'était son moment et que j'étais sincèrement heureuse d'être là. Puis Perrine, qui avait 16 ans et n'avait aucune raison de penser que sa question était autre chose que normale, a regardé mon père et a dit « Tu vas dire quelque chose sur nous aussi ?» Elle vient de finir son MBA. La table est devenue silencieuse pendant peut-être 2 secondes. Mon père m'a regardé. Il a serré les lèvres. Puis il a dit « Oui, nous sommes fiers d'elle aussi. » Il s'est tourné vers ma mère et lui a demandé si elle voulait plus de café. C'était tout. Mon nom n'a plus été mentionné. La conversation a continué. Les cartes des desserts sont arrivées. Les gens ont parlé des projets de Léandre, de l'été, d'un voyage que l'oncle Corentin allait faire. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai répondu aux questions sur mon travail quand on m'a demandé. J'ai ri au bon moment. J'ai aidé Manon avec son manteau en partant. J'ai serré ma mère dans mes bras. J'ai fait un signe de tête à mon père. J'ai serré Léandre dans mes bras et je l'ai félicité une dernière fois. Je suis arrivé à ma voiture. Je suis resté assise là pendant 15 minutes sans démarrer le moteur. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas en colère. Je faisais quelque chose de plus silencieux que ces 2 choses. Je reconnaissais quelque chose autour de quoi je tournais depuis des années. Et je me permettais enfin de le regarder en face. Puis j'ai démarré la voiture et je suis rentré à la maison. Je n'y suis pas retourné après cela. Je veux être prudente sur la façon dont je raconte cette partie, car il est facile pour ce genre d'histoire de ressembler à une liste de plaintes. Ce n'est pas ce que c'est. Ceci est un compte-rendu. Ce sont des choses qui sont arrivées. Je les raconte simplement parce que la seule façon de comprendre ce dîner est de comprendre ce qui l'a précédé. Quand Léandre a eu 18 ans, mon père lui a acheté une Honda Civic d'occasion pour aller à l'université. Ce n'était pas une voiture de luxe. Elle était pratique et remplissait son office. Quand j'ai eu 18 ans, mon père m'a fait asseoir et m'a dit que l'achat d'une voiture était ma propre responsabilité et m'a suggéré de chercher un emploi à temps partiel. Je n'ai pas discuté. J'ai trouvé un emploi dans un centre de reprographie 3 jours par semaine, j'ai économisé pendant 14 mois et j'ai acheté une voiture d'occasion par moi-même. J'étais fier de cette voiture. Je le suis toujours.
Mais je savais aussi, même à l'époque, que la conversation que j'avais eue était différente de celle qu'avait eue mon frère. Quand Léandre a eu 12 ans, mon père a ouvert un petit compte d'épargne pour lui, y contribuant mensuellement. Quand j'ai demandé à mon père à 15 ans s'il y avait quelque chose de similaire pour moi, il m'a dit qu'il avait confiance en ma capacité à gérer les choses par moi-même. Il l'a dit comme un compliment. Je l'ai accepté comme tel. Il m'a fallu une décennie de plus pour comprendre que ce qu'il disait réellement, c'est qu'il n'avait pas pensé à m'en créer un. L'été précédant la 2e année de Léandre à l'université, mon père a fait jouer une relation avec un contact d'affaires de longue date et a obtenu à Léandre un stage rémunéré dans une entreprise de logistique de taille moyenne. C'était une bonne opportunité. Léandre a travaillé dur et en a tiré le meilleur parti. J'ai trouvé mon propre stage cet été-là en envoyant des candidatures à 14 entreprises sur 3 mois, en étant rejeté par 9 d'entre elles et en acceptant la seule offre que j'ai reçue d'un petit cabinet de conseil financier en centre-ville. Mon père ne m'a jamais interrogé sur le processus. Quand j'ai mentionné que je l'avais obtenu, il a dit « Bien pour toi ». Et puis il a demandé à Léandre s'il voulait regarder le match. C'est la trame de mon enfance. Ce n'était pas bruyant. Il n'y avait pas de scène, pas de moment où quelqu'un disait quelque chose de cruel et d'inoubliable. Ce qu'il y avait, c'était plutôt une différence constante et silencieuse dans l'espace que chacun de nous occupait dans l'attention de mon père. On interrogeait Léandre sur ses projets, ses espoirs, ses week-ends. On m'interrogeait sur mes notes, mes heures, mes résultats concrets et mesurables. L'une est la façon dont on parle à quelqu'un qui nous intéresse. L'autre est la façon dont on parle à quelqu'un que l'on surveille. J'ai essayé de nommer cela 2 fois. La première fois, j'avais 16 ans, j'ai demandé à mon père pourquoi Léandre avait eu une voiture et pas moi. Il a dit que les circonstances étaient différentes. Il n'a pas expliqué quelles circonstances. Je ne lui ai pas demandé de le faire. La deuxième fois, j'avais 23 ans, je lui ai dit que j'avais remarqué qu'il ne m'avait jamais interrogé sur mon expérience de stage et que je voulais comprendre pourquoi. Il m'a dit qu'il m'avait toujours vu comme autonome et ne voulait pas s'immiscer. Les 2 fois, sa réponse a mis fin à la conversation. Les 2 fois, je l'ai laissé faire. Ma mère nous aimait tous les deux. Je n'ai jamais remis cela en question. Mais elle n'a jamais non plus contesté les différences. Jamais elle ne les a nommées à voix haute à mon père. Jamais elle ne l'a fait asseoir pour lui dire « Tu vois ce que je vois ». Quand j'étais plus jeune et que j'essayais de lui en parler, elle disait des choses comme « Ton père a juste une relation différente avec Léandre ». Ou « Tu as toujours été la plus forte ». Elle n'essayait pas de me faire du mal. Elle essayait d'expliquer quelque chose qu'elle-même n'avait pas examiné d'assez près. Son silence n'était pas malveillant, mais son silence était quand même un silence, et il avait du poids. Léandre n'était pas une mauvaise personne. Je tiens à le dire clairement. Il n'a pas demandé de traitement préférentiel. Il a reçu ce qu'on lui a donné parce qu'on ne lui avait jamais montré que quelqu'un d'autre ne recevait pas la même chose. Il a été construit au sein d'un ensemble de conditions qu'il n'a pas choisies et qu'il n'a pas remises en question parce qu'il n'avait aucune raison de le faire. Cela ne rend pas les conditions acceptables. Cela signifie simplement qu'il n'en était pas l'architecte. Le dîner n'était pas une anomalie. C'était une conclusion. C'était le dernier point de données dans un ensemble de données qui se construisait depuis plus de 20 ans. Et c'était la première fois qu'il était impossible d'expliquer les données. Mon père avait des notes permanentes sur son téléphone pour Léandre. Il a dit 4 mots sur moi. Il n'y avait aucune version de cela que je pouvais recadrer en quelque chose de neutre. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Je n'ai pas quitté ce dîner avec un plan. Je suis parti avec une décision et la différence est importante. Un plan implique que vous connaissez les étapes. Une décision signifie simplement que vous connaissez la direction. Je savais que je ne retournerais pas à cette table et tout le reste est venu après cela. Une chose à la fois, sans ordre particulier. Environ 3 semaines après le dîner, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Elle s'appelait Dr Okonko. C'était une femme nigériane-américaine, probablement au début de la cinquantaine, et elle avait une façon de poser des questions qui rendait impossible de donner des réponses vagues. Lors de notre première séance, je lui ai parlé du dîner. Elle m'a demandé comment j'avais réagi sur le moment. Je lui ai dit que j'étais resté 1 heure, que j'avais serré tout le monde dans mes bras et que j'étais rentré à la maison. Elle a dit que c'était une réponse. Nous avons travaillé à partir de là.
La thérapie ne m'a pas réparé. Je veux être franche à ce sujet. Ce qu'elle a fait, c'est rendre visible des choses que j'avais passé des années à apprendre à ne pas regarder directement. Elle m'a aidé à comprendre que les stratégies d'adaptation que j'avais développées, l'autonomie, le fait de ne pas demander, d'absorber les rejets sans les nommer m'avait maintenu fonctionnel. Mais m'avait aussi empêché de comprendre ce dont j'avais réellement besoin des gens dans ma vie. 4 mois après le début de la thérapie, j'ai mis fin à ma relation avec Lisandre. Nous étions ensemble depuis 2 ans et demi. C'était une personne vraiment respectable. Il n'y avait rien de dramatique entre nous. Pas de trahison, pas d'explosion. Ce qu'il y avait, et ce que je n'ai pu voir clairement qu'après des mois de travail avec le docteur Okonko, c'est que j'étais resté dans cette relation parce qu'elle était stable, pas parce qu'elle me faisait me sentir comprise. J'avais confondu l'absence de conflit avec la présence de connexion. La rupture a eu lieu un samedi après-midi. Nous nous sommes assis sur mon canapé et avons parlé pendant environ 1 heure. Ce fut calme et triste. Personne n'était le méchant. J'ai pleuré seul cette nuit-là et pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris exactement ce que je pleurais. L'action de grâce est arrivée environ 5 mois après le dîner. J'ai envoyé un SMS à ma mère 3 jours avant et lui ai dit que je ne serais pas là. Elle a appelé dans les 20 minutes. J'ai répondu, ce que je tiens à souligner car je n'ai jamais essayé de disparaître complètement de ma famille. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps et que je l'aimais toujours. Elle a demandé si elle devait le dire à mon père. J'ai dit, tu n'as rien à lui dire. C'est entre moi et la situation que je suis encore en train de démêler. Elle est restée silencieuse un instant puis a dit qu'elle comprenait. Elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais elle essayait. Noël s'est déroulé de la même manière. Je suis resté dans mon appartement, j'ai préparé un petit repas, j'ai appelé 2 amis et j'ai regardé quelque chose à la télévision. C'était le premier grand jour férié que je passais entièrement seul. Je m'attendais à ce que ce soit pire. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est que l'absence de tension avait sa propre sorte de calme. Je ne redoutais pas un appel téléphonique. Je ne gérais les attentes de personne. J'étais juste dans mon appartement à Noël et c'était très bien. 7 mois après le dîner, j'ai été promu au poste de conseillère principale au sein du cabinet de conseil financier où je travaillais. C'était le poste que je visais depuis 2 ans. J'étais la plus jeune personne de ce cycle de promotion. Le premier appel que j'ai passé fut à mon ami Priya. Le second au docteur Okonko. Je n'ai pas appelé ma famille. Ce n'était pas par rancœur. C'était parce que j'avais commencé à remarquer un schéma en moi. Je cherchais la célébration auprès des personnes dont je savais qu'elles allaient réellement célébrer. La réponse de ma famille à mes réussites avait toujours été polie et brève. Priya a hurlé au téléphone. C'est ce dont j'avais besoin ce jour-là. 11 mois après le dîner, j'ai déménagé dans un nouvel appartement dans un autre quartier de la ville. Il était plus petit que mon ancien logement, mais avait de grandes fenêtres et une bonne lumière. J'ai tout choisi moi-même. Les meubles, la couleur de la peinture, où placer les choses sur les murs. C'était le premier foyer que j'avais entièrement construit sans l'avis ou l'approbation de personne d'autre. Et ce fait à lui seul signifiait quelque chose pour moi. 13 mois après le dîner, j'ai rencontré Méric lors d'un séminaire de développement professionnel. C'était un ingénieur logiciel discret et il posait plus de questions qu'il ne faisait de déclarations. Nous avons parlé un moment après la fin de la session, avons échangé nos numéros, nous sommes rencontrés quelques fois avant que quoi que ce soit ne devienne officiel. Ce que j'ai remarqué le plus tôt chez Méric, c'est qu'il me demandait ce que je ressentais, pas seulement ce que j'avais fait ou accompli. Cela semble insignifiant. Ce n'est pas insignifiant. Pas quand vous avez passé la majeure partie de votre vie à être évalué sur vos résultats plutôt qu'à être interrogé sur votre expérience. À la fin de ces 18 mois, je n'étais pas une personne différente. J'étais toujours moi-même, mais j'avais une idée plus claire de qui j'étais, de ce dont j'avais besoin, de ce avec quoi je pouvais vivre et de ce pourquoi je n'étais plus prête à plier. Au cours de ces 18 mois, ma famille n'est pas restée silencieuse. Ils ont réagi de la manière dont les gens réagissent lorsque quelque chose change dans un système familial. Chacun selon sa propre nature. Ma mère appelait en moyenne 1 fois toutes les 2 semaines. Le contenu de ces appels a changé au fil des mois. Dans les premiers mois, elle a commencé par s'inquiéter. Elle me demandait si je mangeais, si je dormais, si quelque chose s'était passé. Au milieu de cette période,
elle a commencé à mentionner mon père plus directement, disant des choses comme « Ton père demande de tes nouvelles. » Tu sais? J'en prenais note et puis je redirigeais. Vers les derniers mois, elle posait des questions plus importantes, des choses comme « Comment en sommes-nous arrivés là, et est-ce quelque chose qui peut être réparé ?» J'ai répondu honnêtement et brièvement. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas non plus prétendu que les portes étaient grandes ouvertes. Léandre a appelé pour la première fois environ 6 mois après le dîner. L'appel a duré environ 15 minutes. Il a demandé des nouvelles de mon travail, si je restais en bonne santé, rien de particulier. Il était chaleureux et un peu prudent. Il n'a pas demandé directement pourquoi je n'étais pas là. J'ai répondu à toutes ces questions, et quand l'appel s'est terminé, j'ai compris qu'il savait que quelque chose n'allait pas, mais n'était pas encore prêt à le nommer. Il a rappelé environ 4 mois plus tard. Cette fois, c'était différent. Il a commencé par « Il se passe quelque chose entre toi et papa ?» Maman est vraiment inquiète. J'ai réfléchi un instant avant de répondre. Puis j'ai dit « Oui, mais ce n'est pas quelque chose que je peux t'expliquer au téléphone pour l'instant. » Il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Je lui ai dit pas maintenant, mais j'apprécie que tu aies demandé. Ce fut un appel plus court que le premier, mais il contenait plus de substance. J'ai reconnu qu'il tendait la main et je n'ai pas fermé la porte. Mon père a appelé une fois pendant les 18 mois entiers, pas pour prendre des nouvelles. Il a appelé pour demander si je recevais toujours du courrier à mon ancienne adresse parce qu'il avait une correspondance réexpédiée qu'il voulait m'envoyer. Je lui ai dit que j'avais déménagé. Il a dit « Oh, d'accord alors » et a raccroché. Ce fut toute la conversation. J'ai réfléchi à cela pendant un moment après coup. Ce n'était pas de la cruauté. C'était un homme qui ne savait pas comment entamer une conversation qui n'avait aucun but pratique. Comprendre cela n'a pas effacé la piqûre, mais cela a rendu la forme du problème plus claire. Perrine m'a envoyé un SMS environ 6 mois après le dîner. Il disait « Adèle, je suis désolé si ma question au dîner a rendu les choses plus difficiles. Je ne voulais pas causer de problème. » J'ai répondu le même jour « Tu n'as rien fait de mal. Ce que tu as demandé était une question tout à fait normale. S'il te plaît, ne porte pas cela. » Je pensais chaque mot. Elle avait 16 ans et n'avait rien fait d'autre que de remarquer quelque chose de vrai. Je n'allais pas la laisser intérioriser la culpabilité de la réponse de mon père. Ce que ces 18 mois m'ont montré, en regardant tout cela ensemble, c'est que chaque personne avait agi conformément à qui elle était. Ma mère était aimante mais averse au conflit. Léandre était attentionné mais a mis du temps à le devenir. Mon père était pragmatique et fonctionnait mieux lorsqu'il avait une tâche concrète devant lui. Rien de tout cela ne rendait la situation acceptable, mais cela m'a aidé à comprendre à quoi j'étais réellement confronté. Pas une famille pleine de gens qui voulaient me faire du mal, mais une famille qui avait un angle mort particulier et de longue date, et que l'une des personnes les plus affectées par cet angle mort n'avait jamais eu un miroir assez clair pour le voir. 17 mois après le dîner, mon père a appelé. Le ton était différent de celui du seul appel qu'il avait passé auparavant. Sa voix était plus lente. Il a dit « Je veux te demander quelque chose. Peut-on parler ?» J'ai dit oui, mais je lui ai dit que je voulais nous rencontrer en personne. Il a accepté sans hésitation, ce qui, en soi, m'a dit quelque chose. Dans les jours précédant notre rencontre, j'écrivais dans mon journal chaque soir. Je ne scénarisais pas la conversation. Je faisais quelque chose de plus fondamental, comprendre ce que je voulais réellement dire par rapport à ce que j'avais peur de dire et identifier mes limites. Que avais-je besoin qu'ils comprennent? Qu'est-ce que je n'étais pas prête à revoir ou à discuter? Que ferais-je si la conversation dérapait? J'ai tout écrit parce que j'avais appris, grâce à la thérapie et à ces 18 mois, qu'entamer une conversation difficile sans connaître ses propres positions. C'est ainsi que l'on finit par dire des choses que l'on ne voulait pas dire ou par accepter des choses que l'on n'avait pas l'intention d'accepter. J'ai appelé ma mère la veille de la rencontre. Je lui ai dit que j'allais voir mon père le lendemain. Elle a demandé si elle devait venir. Je lui ai dit non et j'ai expliqué pourquoi, il faut que ce soit juste nous deux. Si tu es là, nous allons tous les deux gérer la conversation en fonction de ton confort, et cela signifie qu'aucun de nous ne dira ce que nous devons réellement dire. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, je comprends. Ce fut l'échange le plus honnête que j'ai eu avec ma mère depuis longtemps, et je m'y suis accroché. Cette nuit-là,
Méric et moi nous sommes assis ensemble dans mon appartement, et je lui ai raconté toute l'histoire, du début à la fin. Pas un résumé. Le récit complet, le dîner, la voiture, le stage, le compte d'épargne, les années passées à être l'autonome, les 18 mois, tout. Méric n'a pas interrompu. Il n'a pas offert de conseils au milieu. Il a attendu que j'ai fini et a ensuite posé une question, « Comment veux-tu que cette conversation se termine ?» J'y ai réfléchi un moment. Puis j'ai dit, je veux qu'il comprenne ce qui s'est passé, pas qu'il s'excuse nécessairement, juste qu'il le comprenne réellement. Méric a hoché la tête. Alors tu sais déjà ce que tu dois dire. J'ai choisi un petit café pour la rencontre. Un terrain neutre, assez public pour que nous restions tous les deux mesurés, assez calme pour que nous puissions nous entendre. Mon père était déjà là quand je suis arrivé. Il était assis à une table de coin, les deux mains autour d'une tasse. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, pas frêle, mais incertain d'une manière que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Il a ouvert la conversation en disant qu'il avait été conscient depuis un certain temps que quelque chose avait changé après le dîner de remise de diplôme de Léandre, et qu'il n'avait pas bien géré la distance. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai commencé. Je n'ai pas commencé par le dîner. J'ai commencé plus loin. Je lui ai parlé de la voiture, du compte d'épargne, du stage, du schéma où l'on me posait des questions sur les résultats tandis que Léandre était interrogé sur ses expériences. Je lui ai dit que chacune de ces choses, prises isolément, aurait pu être explicable, mais tout ensemble, sur 2 décennies, raconter une histoire, et le dîner avait été le moment où cette histoire est devenue impossible à mal interpréter. J'ai gardé ma voix égale. Je n'ai pas accusé. J'ai narré. J'ai posé chaque fait sur la table comme on pose calmement des preuves dans l'ordre, sans fioriture. Mon père ne m'a pas interrompu. Il n'a pas résisté ni s'est mis sur la défensive. Quand j'ai eu fini, il a regardé la table pendant un moment. Puis il a dit, je pensais être juste. Je pensais que parce que Léandre avait besoin de plus de soutien, je faisais ce qu'il fallait en le lui donnant. Je n'ai pas pensé à ce que cela te communiquait. Je n'ai pas pensé à ce que tu observais. J'ai dit, c'est exactement ce à quoi tu n'as pas pensé. Puis je lui ai dit ce dont j'avais besoin pour l'avenir. Je n'étais pas là pour infliger une punition ou pour exiger que nous agissions comme si le passé n'avait pas existé. J'étais là parce qu'il avait demandé pourquoi et que je respectais cela suffisamment pour répondre honnêtement. Mais je lui ai aussi dit directement que je ne retournerais pas au dîner de famille où je me sentais comme une note de bas de page. Ce n'était pas une menace. C'était une limite. Je lui ai clairement expliqué la différence. Une menace vise à faire souffrir quelqu'un. Une limite concerne ce que je peux et ne peux pas supporter. Mon père a hoché la tête. Il n'a pas rempli le silence de promesses. Il a réfléchi à ce que j'avais dit. Et avant de partir, il m'a regardé et a dit, « Je suis désolé, Adèle. » 3 mots, sans livraison dramatique. Pas de larmes. Il les a dit après avoir tout écouté, non pas comme une façon de clore la conversation, mais comme quelque chose auquel il était parvenu en ayant réellement intégré ce que je lui avais dit. Je les ai reçus. Je n'ai pas dit que c'était bon parce que ce n'était pas entièrement bon. Ce que j'ai dit, c'est « je t'entends ». À cette action de grâce, je suis rentré chez moi pour la première fois en plus d'1 an. Le repas n'a pas été un tournant dramatique. Personne n'a fait de discours. Personne n'a pleuré à table. Ce qui était différent était plus silencieux que cela. Mon père a utilisé mon prénom quand il m'a parlé, non pas comme une performance, mais comme un réflexe. Il m'a interrogé sur mon travail en tant que conseillère principale, a demandé ce que le rôle impliquait réellement, a écouté pendant que je l'expliquais. C'était une conversation normale entre 2 personnes. Pour la plupart des gens, cela ne serait pas remarquable. Pour moi, dans ce contexte, ça l'était. Léandre a été promu directeur principal dans son entreprise quelques mois après l'action de grâce. Je l'ai appelé et l'ai félicité avec une sincère émotion. J'avais passé suffisamment de temps à traverser ma propre expérience pour ne plus ressentir son avancement comme une soustraction à ma propre histoire. Son succès existait dans son propre espace. Mon besoin d'équité existait dans son propre espace. Je pouvais tenir ces 2 choses en même temps sans que l'une n'annule l'autre. Quelques mois après cela, j'ai été officiellement promu conseillère senior.
je l'ai célébré de la même manière que j'avais célébré la promotion au poste de conseillère principale. J'ai invité Priya, Méric et 2 collègues que j'appréciais sincèrement dans un petit bar des environs. Nous avons bu un verre. Nous avons parlé pendant quelques heures. Pas de discours formel, pas de cadeaux, pas de cérémonie, juste des gens qui étaient réellement heureux pour moi réunis dans une pièce. C'était exactement ce que je voulais. J'ai beaucoup réfléchi à la véritable signification de cette histoire, car en surface, elle ressemble à une histoire de père qui a favorisé un enfant par rapport à un autre. Et c'est bien cela. Mais en dessous, c'est aussi une histoire sur les dommages très spécifiques qui résultent du fait d'être dit de 100 manières différentes et silencieuses que vos besoins sont plus petits que ceux de quelqu'un d'autre. Que vous n'avez pas besoin de la voiture, du compte d'épargne, du discours de 4 minutes parce que vous êtes assez fort pour vous en sortir sans eux. Cela ressemble à un compliment. Cela ne fonctionne pas comme tel. Ce que je veux que vous reteniez de ceci, si vous êtes dans une situation où l'on vous a fait sentir que votre présence est conditionnelle ou que vos réalisations sont secondaires, c'est que vous avez le droit de le nommer. Vous n'avez pas besoin d'attendre un dîner avec une Rolex. Vous n'avez pas besoin de constituer un dossier de preuve de 2 décennies avant que vos sentiments ne soient valides. Si vous avez été assis à une table et vous êtes senti invisible, ce sentiment est une information. Il vous dit quelque chose de réel. Quitter cette table, même temporairement, n'était pas un abandon. C'était la seule façon que je connaissais pour rendre la distance visible. Et ça a marché. Non pas parce que mon père s'est soudainement transformé en une personne différente, mais parce que mon absence a créé un espace où une vraie question a pu enfin se former. Il a demandé pourquoi, et je lui ai dit.